Bonsoir, bonsoir tout le monde qui participe à cette édition du Salon du livre de l'Outaouais dans le confort de votre foyer. Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Annie Cloutier, puis c'est un plaisir, que dis-je, un honneur pour moi ce soir d'animer cette discussion qui portera sur le thème du racisme. Comme vous le savez sans doute, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui s'achève, donc ça tombe sous sens qu'on en discute en ce moment. Et c'est aussi un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années, on parle de plus en plus et dont il faut parler de plus en plus. Donc, pour ouvrir le dialogue ce soir, je suis en très charmante compagnie, en la compagnie de deux autrices exceptionnelles qui ont écrit sur le sujet. Ça me fait plaisir de vous présenter Melika Abdelmoumen et Yara El-Gadban qui sont avec nous ce soir. Bonsoir mesdames, merci d'être là. Bonsoir. Merci à vous de nous recevoir, merci. Merci d'être là. Avant qu'on entre dans le vif de la discussion, je vais présenter un peu votre parcours, juste pour qu'on puisse vous situer professionnellement, là, pour ceux qui vous connaîtraient pas à la maison. Donc, je vais commencer par vous, Melika. Donc, vous êtes titulaire d'un doctorat en littérature de l'Université de Montréal et puis vous aviez publié au fil de votre carrière de nombreux articles, essais, romans. Jusqu'en 2021, vous avez été éditrice au groupe Ville-Marie Littérature à Montréal et depuis quelques mois, oui. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises. Oui. Le livre que vous venez de publier et dont il sera question dans la discussion ce soir s'intitule Baldwin, Styron et moi, qui a été publié à Mémoire d'Encrier. Oui. Et maintenant, Yara El-Gadban qui est avec nous aussi. Bonsoir. Vous êtes romancière, anthropologue, ethnomusicologue parmi les multiples chapeaux que vous portez. Vous avez publié 3 romans aux éditions Mémoire d'Encrier, L'ombre de l'olivier en 2011, Le parfum de Nour en 2015 et Je suis Ariel Sharon en 2018. Vous dirigez aussi l'Espace de la diversité, qui est un organisme qui combat le racisme et l'exclusion par le biais de la littérature. Et le livre que vous avez publié et dont on discutera ce soir, Les racistes n'ont jamais vu la mer, pardonnez-moi, qui a été coécrit avec Rodney Saint-Éloi et qui est paru en octobre 2021 à Mémoire d'Encrier également. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Petit message pour les gens qui nous écoutent à la maison. À n'importe quel moment dans la discussion, si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par le biais de la section commentaires sur la plateforme sur laquelle vous écoutez la discussion. Elles nous seront acheminées et on les abordera en fin de rencontre. Dans les 10 dernières minutes, on relaiera vos questions. Soyez pas timides, ça nous fait plaisir de vous entendre, de vous savoir parmi nous et je suis convaincue que vous aurez plusieurs questions. Soyez pas gênés, on est là pour ça. Alors, on va commencer doucement à la lecture de vos 2 livres que j'ai lus l'un après l'autre tout de suite. Ça m'est apparu très évident qu'il y a de nombreux recoupements entre vos préoccupations respectives. Et puis, en discutant avant d'entrer en direct, j'ai découvert que vous avez été l'une et l'autre vous avez travaillé comme éditrice sur les livres de l'une et de l'autre. Donc, il y a des croisements, vous connaissez bien, donc c'est tout à fait normal. Au-delà du thème, ce qui m'est apparu à la fois magnifique et évident, c'est que vos 2 livres sont construits autour de la rencontre. Donc, il y aura la rencontre avec Rodney Saint-Éloi, avec qui vous échangez, vous partagez sur les enjeux, sur le racisme et sur votre expérience par rapport à celui-ci. Et Melika, la rencontre entre 2 hommes que rien ne prédestinait à être amis, soit James Baldwin, écrivain noir, petit-fils d'esclave, et son ami blanc, écrivain aussi, William Styron, petit-fils de propriétaire d'esclaves, et votre rencontre de vous avec eux par le biais de leurs écrits. Donc, ma question,
finalement. J'aimerais, pour commencer, que vous nous parliez un peu de la genèse de ces rencontres-là et de comment vous êtes passé de la rencontre au projet d'écriture. Je sais pas qui veut commencer. Vas-y, Yara. Oh, Yara. Bon, Rodney Saint-Éloi, merci beaucoup Annie pour cette belle introduction. Donc Rodney Saint-Éloi, d'abord et avant tout, moi je l'ai rencontré comme poète. Je le lisais, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait comme poète. Et d'ailleurs, notre rencontre s'est faite à travers un autre poète qui est Mahmoud Darwish. Et j'étais tombée sur son recueil de poésie J'ai un arbre dans ma pirogue, et en exergue, il y avait donc le poème de Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien. Et quand j'ai vu ce poème en exergue, ça m'a tellement touchée. J'ai dit, ah, ça c'est un poète qu'il faut que je suive, il faut que je lise. Et c'est après que j'ai découvert qu'il était aussi éditeur. Et donc, s'il y a quelqu'un à qui j'aurais confié mon écriture, ce serait le poète qui a cité Mahmoud Darwish. Donc, j'étais allée et je lui ai présenté vraiment des textes, des bribes de textes, et il m'a encouragée à continuer à travailler. Et il m'a dit, il faut écrire un roman. Donc, je l'ai pris au sérieux. Et puis, c'est comme ça que s'est fait la rencontre. Et donc, il a été mon éditeur et continue à être mon éditeur. Et maintenant, nous sommes collègues aussi. Je suis moi-même éditrice chez Mémoire d'Encrier. Et dans nos expériences, lui et moi, on a évidemment beaucoup d'expériences en commun, dont l'immigration, l'exil, et aussi les expériences d'être une personne en fait marginalisée, parfois réduite à son identité, réduite à la couleur de ses cheveux ou sa religion et tout ça. Et donc, on a décidé de partager un peu ces expériences à travers ce livre-là. Très bien, merci. Et Milka, dans votre cas, comment vous êtes passé de la rencontre avec ces auteurs-là? C'est un peu différent dans votre cas puisque c'est à travers le biais des mots. Exactement, parce qu'ils sont plus parmi nous. Styron et Baldwin ne sont plus parmi nous depuis un bon moment, malheureusement. Non, moi, c'est drôle parce que c'est quand même une histoire de rencontre. J'habitais en France, j'ai habité là-bas pendant 12 ans. C'était pas toujours facile d'être une immigrée québécoise à nom et à gueule d'arabe en France. Et une amie à moi qui s'appelle Nikki, qui elle-même était aussi immigrée, elle était germano-écossaise, a lancé un club de lecture où on était toute une bande d'immigrés, puis on lisait des livres de littérature anglophone et on passait nos soirées à parler en anglais pour ne pas perdre notre anglais. Et c'est dans le cadre de ce book club-là que j'ai découvert d'abord James Baldwin, qui ça a été une révélation, comme je dis dans le livre, je m'en suis jamais remise là à ce jour, j'ai toujours un livre de lui sur ma table de chevet là, et j'ai appris ensuite qu'il avait été très ami avec un homme blanc qui était écrivain aussi. Et ben moi je connaissais William Styron parce que j'étais allée voir le film Le Choix de Sophie quand j'étais très jeune, qui était tiré de son premier livre. Et donc j'ai creusé autour de cette amitié improbable. Et cette amitié même qui a dû résister à toutes sortes d'attaques au cours de leur histoire. Et c'est quand une fois que je suis revenue à Montréal et que j'ai raconté cette histoire-là, d'abord dans une revue, puis ensuite à des amis, notamment des amis comédiens, je pense entre autres à Frédéric Pierre et à Émile Proucloutier, puis à ma grande amie Marie-Hélène Panisset, qui est réalisatrice et productrice, que on m'a dit, mais il faut que tu racontes cette rencontre-là. Ça trouve résonance dans plein de choses qui se passent aujourd'hui. Tu dois raconter cette histoire. Donc, en fait, et ensuite, je connaissais déjà Rodney et Yara. On s'était déjà rencontrés, mais on s'était déjà rencontrés autour de ces questions-là. Mais là, on s'est rencontrés autour de ce texte-là où eux ont décidé de l'accueillir et puis qu'il fallait qu'on travaille ça ensemble. Donc, le livre s'est construit au complet sur des rencontres, en fait. Donc, disons que c'est les rencontres qui ont poussé à passer au stade de l'écriture, qui donne un livre qui, j'espère, va aller à la rencontre d'autres personnes que je connais pas et qui vont le lire. Oui, ça ouvre la porte à d'autres rencontres. Ce soir, en est une, d'ailleurs. Pourquoi il vous apparaissait important au moment où vous avez pris la plume pour écrire ces livres-là, pourquoi il vous apparaissait important à ce moment-là précis dans votre parcours de prendre la parole pour aborder le thème du racisme?
Yara, je te laisse. En fait, c'est une conversation qui est continuelle. Moi, c'est quelque chose que je vis, en fait, à tous les jours, à travers aussi le travail que je fais avec les auteurs avec qui on travaille. Et, moi, toute ma vie, j'ai été l'autre de quelqu'un. Donc, je connais très bien c'est quoi être une minorité, qu'est-ce que c'est devoir, en fait, trouver sa place. Et je pense que ces conversations-là, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, toutes les conversations que nous avons et les débats, que ça soit sur le racisme systémique, que ça soit sur les fausses communes qu'on a découvertes, tu vois, des enfants autochtones, que ça soit le meurtre de George Floyd, je pense qu'il était plus nécessaire que jamais d'avancer dans cette conversation-là. Et moi, en fait, j'ai souvent été frustrée par le ton du débat, par l'impossibilité d'entrer dans la complexité, d'entrer dans la nuance. Et puisque je suis écrivaine et je crois profondément en le pouvoir de la littérature, on a voulu écrire, Rodney et moi, un livre qui est profondément aussi littéraire. Et si Rodney était là, il aurait dit, il vous aurait dit qu'est-ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, Yara, on va écrire le meilleur livre sur le racisme. Et j'ai dit, OK, d'accord. Donc, j'ai relevé le défi. Et l'autre promesse qu'on s'était fait, c'était que ça allait être un livre qui inclura tout le monde, dans le sens où c'est une conversation qui ne sera pas un entre-soi, mais qui va inviter les autres à participer à la conversation et qui changera en fait la dynamique sur cet enjeu-là, en disant que c'est pas juste l'affaire des personnes racisées, des personnes noires, des personnes transgenres, des personnes, tu vois, qui ont un aspect de leur identité qui les distingue d'une certaine majorité fictive, mais que c'est quelque chose qui nous appartient tous et qu'il faut et qui nous concerne tous. Très bien. Et vous, Milka, c'est très drôle parce que j'écoute Yara parler, puis c'est presque les mêmes raisons au même moment, au bout de la même période de frustration devant l'impossibilité d'avoir des dialogues difficiles mais bienveillants, devant l'impossibilité de déplier les problèmes au lieu de les lancer à la face des réseaux Internet, vu que c'est vrai que on a beaucoup été enfermés ces 2 dernières années, donc ça facilite pas forcément les choses. Et donc, je pense que ça bouillonnait de mon côté, ça bouillonnait du côté d'Yara et Rodney. On s'était croisés plusieurs fois, on s'aimait, on se connaissait, mais je pense qu'il y a eu un moment où c'est devenu une évidence, il y avait l'urgence de prendre la parole de cette façon-là. Dans le cas de Yara et Rodney, ils sont tous les deux des immigrés. Moi, je suis une enfant d'immigrés, née ici, qui se retrouve quand même dans un genre d'entre-deux, jamais satisfaisant, qui a connu l'immigration. J'ai connu l'immigration pendant des années aussi, c'est-à-dire que c'était un long séjour en France, mais moi, quand j'y suis allée, je pensais que j'y passerais ma vie. Hein. Donc, dans ma tête, j'étais immigrée. Finalement, j'aurais été une longue voyageuse, une longue pensionnaire, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais la France est devenue un pays de cœur pour moi, autant que le Québec, en fait, avec cette expérience-là. Mais bref, je pense qu'il y avait 3 incarnations différentes de la réflexion sur ces questions-là. Moi qui suis née ici avec cette gueule-là, ce nom de famille-là, ces origines-là. Yara qui est arrivée de Palestine, Rodney qui est arrivé d'Haïti. Chacun, on a une manière différente d'habiter notre différence. Et pourtant, on s'adore et puis on peut débattre, on peut discuter. Et chacun, en se lisant les uns les autres, même si on pense pas pareil, on se respecte et on apprend les uns les autres. Donc, je pense que c'est pas pour rien que les 2 livres tombent presque en même temps et dans la même maison, c'est qu'il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose. Et comme Yara, moi, je crois que la littérature peut changer le monde et qu'on peut passer par les livres. Donc, on a tous fait quelque chose ensemble, finalement, d'une certaine manière. Très bien. J'aimerais qu'on change un petit peu de trajectoire. Quand on parle de racisme, comme on le fait en ce moment dans notre société, on parle de l'importance d'une meilleure représentativité dans à peu près toutes les sphères de notre société. Puis là, habituellement, dans la conversation,
c'est là que le mot diversité apparaît. Il y a un passage que Yara a écrit qui m'a marqué par rapport à la relation assez complexe qu'on peut avoir avec ce mot-là quand on est issu de la diversité. Donc, j'aimerais citer Yara quelques extraits de ce chapitre-là qui porte sur cette relation à ce mot diversité. Donc, vous écrivez « J'ai une relation amour-haine avec la diversité. Je la défends et je la fuis. Elle me manque quand je ne la trouve pas et m'exaspère quand elle se pointe sans avertissement à côté de mon nom. » Et là, en référence au prix de la diversité que vous avez gagné pour votre roman « Je suis Ariel Sharon », vous dites « J'aurais voulu exister et que mon roman existe sans qu'il soit attaché au mot diversité. Mais je dois parler de diversité comme je dois parler de racisme, de discrimination, de violence et du refus de faire face à la peur de l'autre, à l'inégalité, à l'injustice qui gangrène, pas ailleurs, pas en pays lointain, mais ici même, chez nous, parmi nous. » Donc, j'aimerais ça vous entendre toutes les deux. Yara, peut-être pour commencer, puisque ce sont vos mots que j'ai utilisés pour présenter le sujet, mais vous entendre un peu plus longuement sur ce rapport ambigu, cette importance de parler de diversité, mais cette étiquette qui est souvent accolée et la relation trouble qu'on peut entretenir avec ce mot-là et ce concept-là. Oui, mais merci beaucoup, Annie. Mais moi, j'aime beaucoup, en fait, dire que, mais vous savez, les êtres humains, nous sommes des êtres complexes. Et souvent, quand on essaye de gérer des expériences humaines complexes, qui ont rapport avec l'identité, qui ont rapport avec l'histoire, qui ont rapport avec l'inégalité, qui ont rapport avec la relation à l'autre. Il est très tentant de vouloir aller chercher des solutions faciles, des recettes. Et il y a cette formule qui revient souvent pour en finir avec, pour en finir avec la diversité, pour en finir avec le racisme, pour en finir. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas vraiment répondre à des choses aussi complexes avec des formules faciles ou avec un seul mot, que ça soit la diversité par exemple. Mais en même temps, moi je suis anthropologue et la première chose que j'ai appris en anthropologie, c'est que si on ne nomme pas les choses, on ne peut pas ni les réfléchir, ni les subvertir, ni les changer. Donc, il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses tout en sachant que les mots peuvent à la fois nous libérer, mais aussi nous emprisonner. Et ce que j'ai essayé de dire dans ce texte-là, c'est attention, c'est pas parce que effectivement on parle de diversité, de la nécessité de la diversité et tout ça, que il faut emprisonner les gens dans cette condition-là. Parce que si on en parle, c'est justement pour la dépasser. C'est pas une fin en soi. Et j'ai voulu en fait exposer un peu les paradoxes de cette situation-là, parce qu'on peut souvent entendre, et il y a des discours qui disent voilà, maintenant ça va bien, si tu es une personne arabe ou je ne sais pas quoi, là vous avez tous les cadeaux, tout le monde veut vous donner de l'argent, vous avez des privilèges, vous avez ci, vous avez ça. Et ce que j'essaie de remettre les pendules à l'heure en disant que c'est une situation très complexe, tout aussi difficile, tout aussi piégée pour les personnes que l'on apostrophe justement avec ces termes-là, et qu'en fait il n'y a pas de solution facile. Le rapport à l'autre, ça ne se gère pas par une politique ou deux politiques. C'est une question qu'il faut questionner, interroger. Ça nous déstabilise, ça nous interroge constamment, et il faut accepter ça. Il faut accepter cette part de comment dire, cette part du risque, mais du potentiel. Il faut accepter les limites du mot, tout en sachant que on n'est pas obligé de se limiter nous-mêmes aux mots. Et je cite toujours Hannah Arendt qui dit bon, si vous m'interpellez comme femme juive, mais je vais vous répondre comme femme juive, mais je ne suis pas qu'une juive. Je suis philosophe,
je suis une penseuse, je suis une amoureuse de la musique, je suis humaine. Donc, c'est dans ce sens-là. Très bien. Milka, vous avez aussi par la bande abordé justement ces étiquettes-là dans votre livre. Est-ce que il y a un rapport un peu différent, une nuance qui est différente du point de vue de Yara par rapport à la question de la diversité ou de l'étiquette qu'on appelle? Très peu différent. On est très proche dans notre manière de voir les choses. Je l'écoutais, puis j'avais le cœur qui palpitait tellement ça disait ce que je pense et ce que je ressens. La seule nuance que j'apportais, c'est pas une nuance à ce que Yara a dit, mais peut-être c'est répondre à un autre aspect de votre question, Annie, c'est vous parliez de représentativité ou de représentation, puis c'est Riofa Lee Chung, une collègue Facebook, que j'ai vue sur Facebook s'exprimer là-dessus, qui est d'origine coréenne, puis qui disait, c'est très bizarre comment la diversité, on veut, mettons dans une émission de télé ou dans une œuvre, mettre un genre de catalogue de toutes les différences. Il faut qu'elles soient toutes là en même temps, puis ça ressemble à une formule. Puis elle disait, j'ai pas forcément besoin qu'il y ait un personnage asiatique dans ce que je regarde pour m'identifier. C'est pas, elle émettait un doute devant ces solutions un peu automatiques de dire, si je mets un genre United Colors of Benetton dans mon émission, ça va être correct, la diversité va être couverte. Et ça sent l'artifice. Alors que si naturellement, dans les fictions qu'on raconte, s'inscrivent tous ces gens qui composent la société, parfois dans une histoire, parfois dans une autre, parfois 3, parfois 2, parfois 12, ça va beaucoup mieux. Je pense que les gens vont plus se sentir représentés. Puis, est-ce que pour se sentir représenté ou pour s'identifier à une œuvre, il faut absolument que la personne ressemble à ce qu'on est et ressemble à cette part-là de notre identité qui est strictement la part ethnique? Comme disait Yara, j'ai plein d'autres facettes à mon identité. Donc, je pourrais m'identifier comme à mort à un Allemand qui vient de l'immigration ou c'est le cas d'un de mes grands amis qui est un Britannique immigré à Lyon. On était tous les deux immigrés à Lyon. Je m'identifiais beaucoup plus à lui qu'à un espèce de personnage arabe de pacotille dans un roman qui vit dans le désert parce qu'il s'appelle Abdelmoumen ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est comme pour compléter plutôt ce que Yara dit, c'est qu'il faut essayer de chercher, il faut la patience de la complexité. Je pense qu'on ne s'en sortira pas autrement. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce qui revient depuis le début. Oui, allez-y. Si je peux rebondir sur ce que disait Melika, c'est parce qu'en plus, on a tendance à réduire beaucoup cette expérience-là justement aux immigrants de première génération, comme par exemple moi. Mais moi, mes filles sont nées ici. Leur rapport au Québec est très différent de mon rapport à moi. Moi, j'ai un point de départ très clair quand je suis arrivée. Vous voyez, j'ai une année de début. Elles sont nées ici. Melika, c'est la même chose. Melika, elle est saguenayenne. Et donc, quand on réduit ce débat-là à des questions de, voilà, elle a un nom tunisien ou je ne sais pas, c'est comme s'il y a toute une autre expérience qui est invisibilisée. Et il y a d'autres enjeux que l'on met de côté. Justement, les enjeux de tous ces jeunes-là qui sont nés ici, qui ont d'autres rapports à l'identité, d'autres rapports au territoire, d'autres rapports à la langue, qui n'est pas nécessairement le mien à moi. Et nous, on a été très sensible à ça. Il y a une jeune femme qui est venue nous parler, qui nous a dit, j'ai beaucoup aimé votre livre, mais j'ai pas vu là-dedans justement la voix des enfants nés ici. Et comme elle, et on lui a dit, mais c'est parce que c'est à toi de raconter cette histoire. Et Melika, elle fait ça aussi dans ses livres, donc je tenais quand même à dire. C'était quand même un pari qui nous a beaucoup amusé avec Rodney Yara, que la première phrase de mon livre soit « Je m'appelle Melika Abdelmoumen et je viens du Saguenay ». Pour moi, c'était un statement extrêmement important et un plaisir de pouvoir le dire aussi. Ben oui, tout à fait. C'est comme vous dites, être québécoise avec le nom, avec le visage que vous avez, c'est étrangement pas encore quelque chose qui va de soi, mais j'oublie laquelle de vous deux mentionne, je crois que c'est vous, Melika, mentionnez que vous les appelez les frontaliers, c'est les gens dont les frontières se brouillent et de plus en plus il faut voir l'avenir comme
comme Comme rempli ça, de... c'est Oui, Amin Malouf, notamment dans les identités meurtrières, que Yara connaît voilà. très bien aussi, qui part de ce concept de frontalier. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que déjà, oui, nous sommes de plus en plus nombreux. Les gens qui portent plusieurs identités, plusieurs origines, mettons, appelons ça comme ça. Mais lui, ce qui était intéressant dans le cas des frontaliers, c'est les gens qui possèdent en eux deux identités ou deux origines qui sont censées être ennemies. Donc, l'occidental et l'oriental, mais vraiment, on parle de clichés, hein, parce que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il parle de ce que ça peut représenter de porter en soi deux identités soi-disant contradictoires, puis de vivre avec, puis c'est la chose la plus normale du monde pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le monde au complet décide que ces deux moitiés-là peuvent pas coexister et encore moins s'épouser, entre guillemets, alors qu'on n'a jamais rien connu d'autre, comme les filles de Yara, qui sont québécoises, d'origine palestinienne, et qui, pour elles, c'est juste la vie. C'est la vie normale. C'est l'existence normale. Donc, on renvoie toujours à la figure que vous êtes une anormalité, alors que je pense qu'on doit être de plus en plus une majorité, les gens comme tes enfants, Yara. Tout à fait. D'ailleurs, le concept ou les termes comme minorité, minorité visible deviennent de plus en plus absurdes. Et au fil des ans, ça devient une absurdité sans nom. Donc, je m'en voudrais qu'on passe à côté d'un élément important quand on parle de racisme et surtout que c'est au cœur du livre que vous avez écrit, Milka. Un gros morceau. Donc, on parle puis on en a beaucoup parlé. C'est un sujet qui soulève les passions. Les gens ont déchiré leur chemise sur la place publique autour du débat sur l'appropriation culturelle. Là, donc, on n'a pas le temps de faire le tour du sujet ce soir. On va à peine l'effleurer, puis on fera pas le procès de Robert Lepage ici. Là, on s'inquiète pas pour ça. J'avais juste envie, tout d'abord, qu'on utilise l'exemple qui est soulevé dans votre livre, celui de William Styron, qui a publié son roman Les Confessions de Nat Turner, qui est un roman qu'il a écrit au jeu en racontant l'histoire d'un jeune homme noir qui a été accusé qui a été condamné à mort pour le meurtre d'une jeune femme blanche en 1831. Et la publication de ce roman-là a provoqué tout un tollé, une grande controverse et beaucoup de critiques de la part, entre autres, d'un regroupement d'auteurs noirs qui lui ont remis au visage le fait que ce n'était pas à lui de s'approprier l'histoire, un pan de l'histoire de la communauté noire. Donc, ça, c'était à la fin des années 60. Et le débat sur l'appropriation culturelle, sur qui peut raconter l'histoire et d'un quel point de vue qui peut raconter ces histoires-là ou qui devrait le faire, c'est encore un débat qui est très chaud. J'aimerais savoir, selon vous, mesdames, quel est l'angle mort qu'on rate quand on aborde ce débat-là? Et puis, qu'est-ce qui fait en sorte que qu'est-ce qui nous échappe et qui rend ce débat si difficile? Encore aujourd'hui, on est encore en train de débattre de ça et de se brûler les doigts et de se déchirer un peu autour de cette question-là. Pourquoi c'est si difficile d'en débattre? Qui commence? À toi, Mélika, bien sûr. Je sais, en fait, moi, dans l'histoire de Baldwin et Styron, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est James Baldwin qui a convaincu William Styron de se mettre à la peau de l'esclave noir Nat Turner qui avait mené une révolte et qui avait tué cette jeune femme blanche. Et ce que Baldwin lui a dit, c'est la seule façon pour les personnes blanches du Sud comme toi de comprendre ce pan de notre histoire commune que vous refusez de voir, c'est d'essayer de vous mettre à notre place. Donc, c'est un discours contraire de celui qui est le plus fréquent, j'allais dire aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est un des pans du discours qui peut étonner aujourd'hui. Mais pour Baldwin, c'était une évidence. Et la mission que leur amitié s'était donnée, c'est de chacun se mettre à la place de l'autre et d'écrire l'histoire de l'Amérique, une nouvelle histoire de l'Amérique qui serait leur histoire commune au lieu d'avoir deux histoires parallèles. Après, donc, il y a eu donc des gens qui ont soutenu Styron et il y a notamment ces 10 Black Writers, les 10 écrivains noirs et Ossie Davis, qui est un grand acteur et activiste
qui avait lui une position plus mitigée, mais en tout cas qui remettait en question les choses. Et là où moi j'ai trouvé que cette histoire pouvait nous en apprendre, c'est que James Baldwin, qui était pris entre Styron et ses détracteurs, ou en tout cas ses opposants, parce que parfois c'était des vrais débats, mais c'était pas forcément des attaques de déchirage de chemise et de violence. Ce que Baldwin disait, en gros, c'est ils ont raison tous les deux. C'est-à-dire que lui, il avait raison et il avait le droit d'imaginer et d'essayer d'imaginer et de faire de la fiction au meilleur de ses connaissances avec toute la recherche qu'il faut. Et eux, ils avaient le droit de trouver que c'était pas bon. Ils avaient le droit de le critiquer. Ils avaient le droit d'être fâchés. Les deux avaient raison, en fait. Et puis moi, c'est ça. Les deux ont raison qui a porté toute l'écriture de ce livre-là et toute ma réflexion pendant les années qui ont suivi là, ma découverte de l'histoire en question. Donc, il y a ça qui est peut-être un angle mort qu'on a de supporter la contradiction et de supporter les deux peuvent avoir raison, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais ça existe souvent dans la vie, que deux points de vue opposés soient valables. Puis là, on est inconfortable, comment on fait, puis on dort pas bien, mais c'est pas grave, on meurt pas de ça. Il y a des choses beaucoup plus dangereuses qui se passent, surtout en ce moment, par exemple, sur la Terre. Donc, j'appelle au calme. Non, je rigole. Mais, je rigole. Et l'autre chose qui est soulevée là par Ossie Davis, qu'on oublie dans ces questions des débats sur l'appropriation culturelle et qui, pour moi, a été une grande lumière, c'est quand il dit le problème, c'est pas que William Styron se soit mis à la place d'un noir et qu'il a essayé d'imaginer notre histoire. C'est son droit le plus absolu. Il est capable d'empathie. Le problème, c'est qu'il y a seulement des gens comme lui qui le fassent et pas de gens comme moi, et que seulement des gens comme lui aient accès aux tribunes et pas des gens comme moi. Donc, c'est pas tellement qui parle de quoi que qui peut parler. En tout cas, pour moi, c'est un peu les trucs qu'on oublie peut-être parfois. Je sais pas si Yara va être d'accord, mais c'est un peu les trucs, moi, les angles morts, je trouve. Ah, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que souvent, justement, le débat, c'est un faux débat parce que c'est pas une question de est-ce qu'on peut se mettre dans la peau de l'autre, ou est-ce qu'en fait toute la littérature, tout acte littéraire, c'est un geste de mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. On invente des filles, on crée des personnages. Quand on lit, même l'acte de lecture, c'est un acte de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais l'idée, c'est justement, c'est la question du rapport de force, c'est la question de l'accessibilité, de la visibilité, c'est la question de la multiplicité justement des points de vue. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que souvent l'histoire est racontée d'un point de vue dominant ou hégémonique, et on se rend même pas compte qu'il y a d'autres voix qui ont été invisibilisées. Donc, par exemple, j'ai écrit un roman qui s'appelle Je suis Ariel Sharon, ok? C'est-à-dire que si j'allais être stricte dans cette espèce d'idée rigide de l'appropriation culturelle, à ce moment-là, donc je pourrais même pas dire je suis Ariel Sharon. Tu vois, qui es-tu, Yara, palestinienne, pour prétendre pouvoir entrer dans la tête du premier ministre israélien? Mais effectivement, au contraire, l'idée c'était que nous avons une histoire commune. Même si dans cette histoire-là, il y en a un qui a dominé l'autre, mais ça reste que c'est une histoire commune. Et donc, dans ce sens-là, moi, non seulement j'ai le droit, mais j'ai la responsabilité aussi. Tout comme j'espère que des écrivains israéliens vont faire ce geste-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Dans Les racistes n'ont jamais vu la mer, je parle de Autant en emporte le vent, qui est en fait un roman qui fait l'apologie d'une certaine manière de l'époque où l'esclavage était légal carrément, où toute la culture des plantations et tout ça. Est-ce qu'il faut en fait enlever Autant en emporte le vent des listes de lecture? Non. Mais moi, par contre, j'aimerais entendre d'autres raconter l'histoire de cette époque-là. Et c'est pourquoi les Toni Morrison, les Maya Angelou, les Colin Whitehead, les Lawrence Hill sont tellement importants. Et nous, notre responsabilité en titre de lecteur, c'est justement d'être à l'écoute de ces voix-là. Et puis, comme éditeur, c'est de s'assurer que justement, qu'il y a une multiplicité de voix, comme institution, de s'assurer qu'il y a aussi cette multiplicité de perspectives, parce que personne en sort moins riche si on a accès à d'autres perspectives. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu parler d'une œuvre qui est
qui est pire ou qui est plus mauvaise parce que tout à coup l'auteur est allé entendre d'autres perspectives. Donc pour moi c'est un débat un peu étrange que je ne comprends pas. Mais après, si je peux rebondir en 2 mots sur ce que Yara disait, vous savez, je le raconte dans mon livre, mais que James Baldwin s'est régulièrement mis dans la peau d'hommes et de femmes blanches dans ses œuvres, et notamment, il y a dans le livre qu'il écrivait quand ils étaient avec Styron, là, un autre pays, mais notamment dans Face à l'homme blanc, il se met dans la peau d'un policier blanc raciste qui déteste les Noirs et puis essaie d'aller aux sources de cette haine-là, qui est un moment où les parents de ce garçon-là, qui est un petit garçon, l'ont emmené en pique-nique pour voir un lynchage et ça l'a rendu fou. Et Baldwin essaie de donner une humanité à ce personnage-là qui, s'il avait existé, ne l'aurait jamais traité comme un humain. Donc, ça peut être ça aussi, se mettre à la place de l'autre. Quand même, c'est extraordinaire, c'est important d'avoir la voix de Styron et la voix de Baldwin qui peuvent se répondre. Tout à fait, d'aller à l'origine de ce que nous sommes, puis de comprendre d'où l'autre vient et ce qu'il construit, en fait. Quand on parle de racisme, comme on le fait en ce moment, vous avez mentionné toutes les deux parfois l'absence de subtilité ou de nuance dans le débat social. Ça s'explique par toutes sortes de choses, entre autres l'omniprésence des réseaux sociaux, ce qui entraîne le discours ou l'idée que certaines personnes vont dire « Oh mon Dieu, on vit dans un monde d'indignés où tout le monde a la peau tellement mince. » Et d'un autre côté, certains vont dire, eh ben, on vit encore dans un monde où on tourne le regard face à l'inacceptable trop souvent. Vous avez tout à l'heure, Milka, abordé votre passage en France et il y a un passage de votre livre qui m'a soulevé des questions et vous parliez de votre de comment en France vous avez appris à mettre des mots sur ce qui vous indigne. Donc, vous dites à lire ce qui m'indigne, à réfléchir à ce qui m'indigne, à agir ne serait-ce que modestement contre ce qui m'indigne et surtout à écrire sur ce qui m'indigne. Donc, j'aimerais savoir, pour toutes les deux, comment est-ce que vous, à quel endroit vous situez votre indignation dans votre travail et dans votre réflexion? Comment l'acte de s'indigner a-t-il évolué à travers le temps pour vous? Et aussi, quand on pense à indignation, on pense souvent et souvent accompagné avec la colère. C'est souvent deux choses qu'on va associer. Est-ce que pour vous, c'est deux concepts qui sont reliés intimement ou si c'est deux aspects séparés? Et comment vous vivez et comment vous transformez une indignation en quelque chose qui soit fertile? Je vous laisse la parole. Vas-y. Oh là là! C'est une sacrée question, hein? Il y aurait un livre au complet à écrire là-dessus. Peut-être qu'on le fera, Yara, le prochain. Déjà à lire. Dans mon cas, c'est sûr que c'est les circonstances de la vie qui ont fait que, j'en ai parlé dans mon livre précédent, là, j'ai rencontré des familles qui vivaient dans des bidonvilles en périphérie de Lyon, tout près d'où j'habitais, puis j'ai découvert la grande misère là, à côté de chez moi, à 2 pas. Et ça a été de manière très instinctive que j'ai décidé de passer la barrière puis d'y aller, d'aller rencontrer ces gens-là, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de trouver ne serait-ce qu'une paire de bottes d'hiver pour des gamins. En tout cas, bref, c'était vraiment très instinctif. Puis c'est vrai que je côtoyais en France des gens, en général, très engagés, soit dans leurs propos, soit dans leur lecture, soit dans leur enseignement, soit sur le terrain. Et donc, ça a complètement changé ma vie. Et puis, j'ai découvert à ce moment-là, j'ai commencé à lire plus d'essayistes parce que bon, j'étais en France pendant la période où il y a eu les attentats, la période de Sarkozy. Bon, donc c'était assez intense, disons. Et c'est en lisant notamment des sociologues français, certains donc qui agissaient sur le terrain, certains que j'ai eu la chance de rencontrer, puis avec qui j'ai pu travailler après. Je pense à Éric Fassin notamment que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui a été d'ailleurs menacé de mort récemment en France parce qu'il y a trop de gauche. Mais bref, tout ça pour dire que l'indignation est devenue un moteur.
ça me paralysait avant et là, ça ne me paralyse plus. En même temps, je me suis assez cassé le nez contre la difficulté de changer le système et de changer les choses pour savoir que même quand on fait de son indignation un livre ou une action sur le terrain, les effets qu'on a sont limités. Mais je pense toujours à la fameuse légende du colibri qui était racontée par Pierre Rabhi. C'est l'histoire il y a un feu dans la forêt, tous les animaux s'enfuient, puis il y a le petit colibri qui reste, il y a une petite flaque d'eau, puis il prend de l'eau dans son bec, puis il crache des petites gouttes comme ça. Et le tatou lui dit, mais t'es pas fou, ça va pas, tu vas pas éteindre le feu comme ça. Et le colibri lui répond, je le sais très bien, mais je fais ma part. Oh. Donc, moi, quand j'ai compris ça, ça a été une source de réconfort. Donc, c'est ça. Je sais pas si je réponds exactement à votre question, mais en tout cas, en gros, oui, c'est lié à la colère, mais c'est aussi devenu un moteur, l'indignation. Ouais. Et quelque chose de positif parce que on rencontre d'autres indignés comme Yara, puis on décide de construire quelque chose au lieu de regarder les choses se faire détruire. Voilà. Yara, et pour vous, est-ce que l'indignation, je serais curieuse de savoir comment votre rapport à l'indignation a évolué avec le temps, parce que j'imagine que c'est pas quelque chose qui est statique et qui est pas immuable, donc ça se transforme, ça évolue avec le temps, j'imagine. Non, non, j'ai mes petites montées de lait de temps à autre. Non, je pense que la colère est importante parce que c'est souvent ça qui nous pousse à agir. Quand on voit les barricades autochtones, par exemple, et je dis bien autochtones, je parle pas des camions. Et quand on voit, parce que là, il faut le préciser malheureusement. Et quand on voit les manifestations pour le climat, je pense que parfois, quand on voit les manifestations de Black Lives Matter, je pense que ça, c'est des choses extrêmement importantes. Et moi, je crois beaucoup à la multiplicité des stratégies. Je pense que parfois, il faut faire l'action directe. Mais moi, je suis j'ai une arme et c'est ma plume. Et c'est la seule chose que je sais faire et que je sais faire bien, j'espère, ou plutôt bien. Donc, quand on commence à écrire, la première chose qu'on comprend, c'est que l'écriture vit dans un temps autre que le nôtre. L'écriture, les livres, en fait, n'ont rien à voir avec le cycle de la vie humaine. Il y a des livres qui peuvent, pendant que tu es vivante, personne ne les lit, puis 30 ans plus tard, on les découvre, puis tout ça. Et puis, il y a des livres qui, jusqu'à aujourd'hui, influencent la manière que nous réfléchissons. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. J'aime beaucoup la métaphore du colibri, c'est-à-dire que on fait notre part, on sème des graines et puis on espère que même si on n'est pas là, quelque chose va pousser même après nous. Et ça, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, chaque fois que j'ai envie en fait de réagir rapidement, je me dis non. Je mets ça dans un texte quelque part et je me dis je vais en faire un livre. Je vais écrire. J'ai plein de notes comme ça, plein de textes où j'écris, je fais sortir, je purge ma colère. Et ça devient souvent le départ d'un texte, d'un roman, d'une nouvelle ou de quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ma façon individuelle d'être utile. C'est ce que je sais faire, donc je vais essayer de le faire de mon mieux, tout en respectant et acceptant la colère des gens qui ont vécu des décennies, voire des siècles d'oppression. Donc, c'est un peu je dirais avec l'âge, je me suis un peu calmée. Ou bien j'ai réussi un petit peu. Je réussis plus à bifurquer ou à divertir cette colère-là pour la canaliser dans quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est facile de détruire, c'est beaucoup plus difficile de construire. Et moi, je veux construire quelque chose. Même si c'est une seule pierre, il faut que je la mette, cette pierre-là, en espérant que quelqu'un va construire quelque chose après ça. Merveilleux. Je vous écoutais, puis j'avais en tête une phrase, puis j'ai envie de lire les dernières phrases de votre livre, Yara, le dernier paragraphe, parce que ça fait tout à fait écho à ce que vous venez de dire. Donc, l'écriture, les livres, les mots sont un bouquet de pourquoi pas offerts à l'humanité. Je trouve ça magnifique.
Nous sommes ensemble face à la mer, regardons la mer sans lui imposer une identité, sans la sanctifier, sans la condamner. Soyons le dialogue des rêveurs, comme l'exige le poème. Soyons ensemble et disons-nous, pourquoi pas? Il reste tant de mer à traverser. Ceci n'est pas la fin. Ceci est un début. Je cherche des compagnons de route. Donc, voilà, ça fait de nous de beaux petits colibris et je trouvais que ça faisait parfaitement écho, ça résumait très bien ce que vous veniez de dire et ça m'avait, j'ai été très frappée par la fin de cette lecture-là, ça m'a happée très fort quand j'ai lu ça. C'est déjà la fin. On aurait pu parler, je pense, pendant plusieurs heures encore. Dans un autre monde, on l'aurait fait sans doute autour d'un verre de vin, mais bon. Oui. Ce n'est que partie remise. Eh ben, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là avec nous. Ça a été un honneur pour moi, dans un premier temps, de vous lire. Et ensuite, d'avoir le privilège de m'entretenir avec vous sur ces questions importantes. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, ben merci d'avoir été là. Merci de participer avec enthousiasme à ce salon du livre virtuel. Petit rappel que vous pouvez consulter le site du Salon du Livre dans la section Mon Carnet pour bouquiner. Vous pourrez trouver les livres dont on a discuté ce soir et aussi vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour le reste de la programmation. Et donc, le Salon du Livre se poursuit dès 8h, une conversation avec des BDistes, Iris Boudreau et Delphi Côté-Lacroix qui discuteront du thème de l'anxiété et de la création. Donc, dès 8h sur la plateforme de votre choix. Donc, merci à tout le monde et bonne fin de Salon du Livre. Bonne soirée, mesdames. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre lecture. Merci Annie, merci Melika. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci au Salon du Livre. Bye bye.